Aujourd'hui, j'aborde une notion qui me semble plutôt complexe et c'est pour ça que j'ai beaucoup procrastiné avant de faire cette vidéo. Mais ça me semble aujourd'hui nécessaire d'en parler parce que ça va être vraiment une vision du corps qui est vraiment en dehors de celle qu'on a habituellement de traiter, donc du corps physique. Aujourd'hui, on parle pas du corps en politique, mais on parle du corps politique et c'est très différent. Alors, pour tout ce dont on va parler, je vous renvoie à vos cours, de philosophie si vous êtes en terminale, sur, l'État, sur la justice et sur la politique, qui font partie des notions, que l'on traite, pendant le programme. Alors, le corps, politique, ça désigne, l'organisation collective des individus autour d'une entité, gouvernementale, en fait, qui est, cette entité-là, elle est régie par des lois et des institutions qui, en fonction du type d'État, sont, choisies et régies elles-mêmes par, le peuple ou non. Alors, cela repose sur une autorité, légitime, donc autour de laquelle donc les hommes, ils font un corps. Donc ça peut être le peuple, donc dans un cadre de démocratie, dans un cadre d'état de droit, comme ça peut être donc un monarque, une monarchie absolue ou un état autoritaire. En tout cas, c'est une autorité. Alors, le corps politique, donc il est pensé ainsi comme analogie par rapport au corps humain. En effet, Platon, dans la République, donc dans le livre 4, il dit que la constitution idéale de la cité relève de la sculpture d'un corps qui ne souffle aucune discordance. Autrement dit, il parle du bel ensemble. Et donc le bel ensemble se divise en trois parties, le ventre, le cœur et la tête, qui est relié lui-même à trois concepts, la raison, la volonté et le désir. Voilà. Donc, pour lui, le ventre donc, est synonyme de désir, le cœur synonyme de la volonté et la tête synonyme de raison. Et donc pour, que ce soit un peu plus concret pour, la vision donc de la politique, de comment un État est institué. Alors, le ventre pour lui, c'est le producteur, donc c'est, le désir, donc c'est le fait de, produire des institutions, produire des lois, au sein d'un État. Le cœur qui représente la volonté, représente pour Platon, ce qu'il appelle le gardien. Donc le gardien, le garant de l'ordre, de la sécurité, des citoyens, donc toujours d'un même état. Et la tête, donc la raison, c'est le délibérant, donc celui qui décide donc des libertés qui sont accordées aux citoyens de l'État en question, justement. Le délibérant, c'est lui qui fait des choix et qui décide d'une certaine manière. Platon, il émet pourtant certaines critiques au modèle donc politique. Il émet en fait le fait que le sophisme et l'esthétique peuvent s'infiltrer et perturber l'ordre politique parce qu'en fait, pour lui, il voit un corps où la tête est tout en haut, mais le ventre est la partie la plus faible. Et l'esthétique, donc la beauté, dont on a parlé précédemment, ainsi que donc le sophisme, donc, il le dit plus précisément pour parler de la démagogie, peuvent s'infiltrer et flatter le désir. Et lorsque le désir est flatté, l'ordre global, l'ordre du bien commun, en fait, peut être renversé parce que, le désir, en fait, il peut toucher donc des personnes ceux qui gouvernent l'État, qui sont à distinguer, hein, de l'État en lui-même. L'État et ses gouverneurs, ne sont pas du tout la même chose parce que les gouverneurs changent. L'État est une entité, que personne, ne possède. Res publica, ça veut dire la chose publique, donc république. Et donc le désir, en fait, l'esthétique peut venir flatter les désirs de ceux qui, contrôlent l'État à un moment T et ça peut, causer, problème. Il dit plus précisément, là c'est une citation que je vais lire: «On s'affuble d'une beauté d'emprunt et on s'occupe plus de la vraie beauté du corps que donne que celle de la gymnastique». Autrement dit, on s'affuble donc pour lui, donc le maquillage, l'esthétique, tout ce qui est les artifices, on va préférer, tendre vers, ceci qui est facile et qui va nous impressionner, que tendre vers, ce que la vraie beauté dont notre corps est capable, tendre vers, donc les efforts, enfin comme par exemple donc, la, gymnastique.
Il dit aussi donc le corps politique, comme le corps humain, il ne pourra échapper aux maladies. Donc par maladie, il veut dire les crises, parce que comme un humain, nous on tombe malade régulièrement, le corps politique, lui, peut souvent être en crise s'il ne se laisse pas diriger par la raison. Donc encore une fois, la raison, la tête, le délibérant doit toujours prendre les décisions finales et doit toujours être au contrôle de l'État. Donc pour les Grecs, on comprend vite que le corps politique, il prime sur le corps individuel. Ce qui est le plus important, c'est le bien commun, c'est le bien collectif, c'est le bon fonctionnement de la cité. Et à cette époque, l'individualité n'est pas du tout une notion qu'ils développent, même qu'ils conçoivent. Aristote, il dit, par exemple, que l'homme par nature est un animal politique. Autrement dit, l'homme ne peut pas vivre seul. Les citations ont été déclinées pour dire que l'homme est un animal social également, parce que l'homme, donc, en tant qu'animal politique, a besoin donc de créer des liens et de faire fonctionner une société pour exister. C'est ce qui le différencie en fait de l'animal dans une certaine mesure. Donc, c'est ce qu'il dit précisément, c'est qu'en fait, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est donc son organisation naturelle en corps. C'est que l'homme, naturellement, il va s'organiser en tant en corps politique. Et ainsi, en fait, en dehors du corps social, donc qui est offert par la cité, l'homme est comme un animal. C'est vraiment la chose qui le distingue. Mais comme me dit précédemment, le corps politique il peut prendre plusieurs formes. Par exemple, pour Hobbes, donc la nature de l'homme, c'est la guerre permanente de tous contre tous. Donc pour Hobbes, l'existence d'un corps politique elle relève en fait d'un besoin de préservation de la vie. Parce que sans corps, sans ordre, nous on s'entretue globalement. Il dit aussi dans Le Citoyen, Hobbes, il dit que bah, nous cherchons, livre 1, que bah, nous cherchons des compagnons de route pour ce qui nous apporte seulement. Donc on s'entoure de personnes juste pour être plus en sécurité, garantir notre survie, mais jamais pour des raisons qu'on pourrait considérer émotionnelles aujourd'hui. Hobbes aussi, pour éviter le chaos qui proviendrait des citoyens, qui proviendrait donc de la liberté absolue de pouvoir faire ce qu'il veut, que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Donc il part du principe qu'il faudrait déléguer le pouvoir à un seul souverain qui contrôlerait tous les pouvoirs, un souverain absolu. Ça, il l'approfondit dans le Léviathan, mais vous avez dû le voir en philosophie. Donc l'idée que l'État doit avoir un contrôle absolu qui n'est pas remis en question. Dans cette thèse, il y a Weber qui le rejoint avec l'idée de monopole de la violence légitime. Autrement dit, que pour arrêter, empêcher et nuire aux violences qui peuvent être présentes dans un contexte où il n'y a pas d'État, l'État a le droit de recourir à la violence. Et c'est donc le concept d'absolutisme politique. Cependant, cette vision, elle est très critiquée, notamment par Locke, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Rousseau, parce que pour lui, en fait, l'organisation du corps politique, elle instaure un pouvoir coercitif sur tous les citoyens et sur tout le peuple, de par en fait la volonté de domination que le souverain peut avoir. C'est pour ça que Rousseau, lui, au contraire, il défend l'idée d'un contrat social qui est fait entre tout le peuple et l'autorité qui va gouverner. C'est pour cette raison que Rousseau il défend également l'idée que n'importe quel souverain doit être élu en démocratie et que tout dans une société doit être régi par des lois et non pas par un seul maître. Rousseau il dit que si les hommes ils ont créé des lois, c'est pour éviter de choisir un maître. Il dit que la pire des lois vaut mieux que le meilleur des maîtres. Et donc, cette idée de contrat social, donc, elle découle d'une souveraineté totale du peuple, comme à l'image en fait d'un corps bien portant, où chaque organe joue son rôle clé et trouve sa place. Ça peut aussi rejoindre à l'idée de solidarité organique d'Émile Durkheim, qu'on peut développer plus tard et que je développerai sûrement dans une autre capsule vidéo. Putain, j'ai dit capsule, wow. Enfin bref. Donc le pouvoir souverain, et donc c'est donc la tête, et les citoyens sont le corps.
et ils sont libres et cela implique, directement, en fait, le cerveau, l'idée d'un cerveau, collectif, de citoyens qui choisissent, qui font des référendums, qui votent, pour, atteindre, le meilleur. Parce qu'aux yeux de Rousseau, un seul maître, c'est la destruction, du corps, politique directement. On peut pas imaginer une seule entité contrôler, tout un ensemble, d'organismes. On peut pas le concevoir et on remarque, donc, ainsi la défaillance, par exemple, des monarchies absolues ou des régimes, autoritaires qui finissent, bien souvent en rébellion ou, bien trop souvent, malades, en crise. Et on constate aussi, si on regarde les démocraties libérales ou l'état de droit, les états de droit, qu'on connaît, aujourd'hui, on remarque que l'héritage, rousseauiste a grandement influencé, en fait, les démocraties modernes. Pour approfondir, ce sujet, je vous invite à lire, ou à vous lire un résumé, du contrat social de Rousseau qui explique, très bien, sa thèse, justement, sur, le corps politique et sa vision, justement de cette création, de corps, politique. Enfin bref, merci de m'avoir écouté et bon courage dans vos révisions.